C'est bon? Bonsoir à tout le monde. Je suis Benoît Jules Vicefino, responsable des projets au pôle de productivité à Temple Thérapie à Nantes. Je vous remercie de vous être inscrit à ce webinaire. Assez nombreux, on compte plus d'une centaine de participants, ce qui témoigne de l'intérêt que vous portez à cet événement. Juste pour situer le contexte de ce webinaire, les 6 pôles santé de France travaillent en collaboration étroite avec le commissariat général d'investissement ainsi qu'avec le ministère de la Solidarité et de la Santé pour 3 objectifs. D'une part, vous informer sur de nouveaux appels à projets qui peuvent vous intéresser. Le premier sur l'évaluation du bénéfice de DM à base d'intelligence artificielle. Et le second sur l'expérimentation en conditions réelles d'outils de solutions d'e-santé innovantes. Deuxièmement, suite à cette présentation, cette information, c'est stimuler l'émergence de projets collaboratifs en réponse à ces appels à projets. Et enfin, accompagner les porteurs de projets potentiels à constituer leur dossier de demande de financement. Les 2 appels à projets que je viens d'évoquer ont été lancés officiellement fin mai. Voilà. Aujourd'hui, il est question de vous donner des informations détaillées sur le cahier de charges des appels à projets et surtout de répondre à vos questions. Et c'est la raison pour laquelle nous avons convié à ce webinaire Olivier Klatz, qui est directeur du grand défi amélioration des DM par l'IA, qui a présenté le premier appel à projet sur l'évaluation des DM à base d'IA, et Ela Guirani, qui est directrice de projet à la délégation du numérique en santé, et qui est en train de donner un appel à projet sur les solutions d'e-santé. Voilà. Avant de passer la parole, je vais laisser ma collègue Linda Guerrino vous présenter l'ordre du jour ainsi que les dispositions pratiques pour ce webinaire. Je vous souhaite une bonne réunion. Bonjour à tous. Le webinaire en fait va se présenter de cette façon. Donc, vous allez avoir successivement la présentation des différents appels à projets et la présentation aussi du concours dont vous avez dû avoir connaissance, qui sera organisé dans le cadre de l'appel à projet, le premier appel à projet qui va être présenté par Olivier Klatz. Donc, ce qu'on se propose de faire, c'est de prendre les questions en fait suite aux différentes interventions. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer en direct vos questions par l'outil de chat. En fait, on va recevoir avec Benoît Jules vos questions. On va les regrouper par thématique et on les posera aux intervenants donc à l'issue de leur présentation. N'hésitez pas aussi à interagir avec nous si vous avez des petites interrogations ou des remarques par rapport à ce webinaire. Voilà, donc sans plus tarder, je laisse la parole à Olivier Klatz pour la présentation du premier appel à projet. Donc, je vous laisse la main. Alors, je ne sais pas si j'ai la main. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous avez la main. Ok. Alors, donc, bonjour à tous. Donc, comme alors, j'ai la main, oui et non. J'ai pas complètement la main là. Ah, c'est vous qui avez bougé ou c'est moi? Ah, en plus, on vous entend pas. Bon, écoutez, je fais l'hypothèse que c'est moi qui ai contrôlé. On verra après. Donc, en quelques mots, vous m'entendez? Et là, tu m'entends? Ouais, ok, top, super. Donc, je dirige un grand défi. Le grand défi, il porte sur l'intelligence artificielle et la santé. Il y a plusieurs axes dans ce défi, je dirais, d'intervention. Il y en a un premier qui tourne autour des algorithmes et de la collecte de données. Donc, c'est pas celui qui nous intéresse. Il y a un appel à projet qui était avec le Health Data Hub là, qui vient de clôturer et qui rentrait dans cet axe-là, typiquement. Il y en a un deuxième qui est autour de l'expérimentation. Donc, je ne vais pas rentrer dedans, mais c'est précisément là ce dont on parle aujourd'hui et l'appel à projet qui vous est présenté. Et il y en a un autre qui est plus autour des infrastructures de données de santé pour renforcer les usages avec lequel je travaille avec la DNS. Donc l'appel, sans plus tarder,
Donc c'est un appel qui, comme vous avez vu, qui a été ouvert au mois de mai, qui se clôture au 1er décembre. Il dure un peu plus longtemps que d'habitude. Il y a 2 raisons pour ça. Évidemment, la crise qu'on connaît là, avec peut-être des personnels de santé qui participeront à l'écriture et à qui on souhaite laisser plus de temps pour traiter l'urgence aussi, et puis pouvoir permettre justement le temps d'accompagnement et le fameux concours qui vous sera présenté juste après. L'appel, il est mono ou multipartenaire, ce qui veut dire que voilà, vous pouvez soit le présenter seul, soit avec un consortium, public ou privé. Donc on est ouvert à tout en fait. Il n'y a pas de spécificité, on jugera les projets de la même manière. Par contre, vous allez voir, il y a un truc qui est un petit peu spécifique qu'il faut intégrer pour les projets publics. On cherche des projets de technologie à base d'IA, donc il y a la définition qui est en dessous et elle est dans le cahier des charges, donc je vous laisserai la lire. Ce qui est important, c'est qu'on est sur un projet qui est sur des technologies qui sont assez aval, c'est-à-dire qu'on ne souhaite pas financer ni de la R&D, ni de la collection de données, ni du développement d'algorithmes, ni de l'entraînement de l'algorithme. En fait, l'intégralité des paramètres de l'algorithme doivent être figés, donc et l'algorithme et ses paramètres doivent être connus, et on est véritablement dans la phase où on vient évaluer, la plupart du temps en prospective, sur une évaluation clinique, le bénéfice supposé ou revendiqué du dispositif médical. Et donc, du coup, on vient financer cette phase, qui est la phase d'évaluation de la technologie. Les projets, donc c'est des projets de 12 à 36 mois, c'est assez large. Hein. L'idée, c'est pour apprendre un petit peu tout ce qui est nécessaire comme temps pour faire cette partie évaluation. Une aide en subvention pure de 100 à 500 kg d'aide. Et pour les petits projets, pour des questions de coût de gestion, on demande à ce que les petits projets en dessous de 200 kg soient monopartenaires. Le point qui est important, celui sur lequel j'ai mis un point d'exclamation là, et notamment pour les structures publiques, c'est qu'il y ait un système de management de la qualité qui soit mis en place, et on demandera d'avoir la preuve par un résultat d'audit qui sera présenté. Alors, ce résultat d'audit, ça peut être un audit de marquage CE, ça peut être du FDA, ça peut être un audit externe ISO 13485 par exemple, ça peut être éventuellement un audit interne, mais tant que cet audit interne est effectué par un auditeur indépendant. Et en fait, on demandera les résultats d'audit et s'assurer que voilà, le système de management de la qualité a vraiment été mis en place. Donc ça, normalement, c'est pas un problème pour toutes les sociétés qui développent des dispositifs médicaux. En revanche, c'est pas très fréquent dans les établissements publics. Et donc là, si vous êtes un établissement public, anticipez cette demande. Soit vous l'avez déjà fait, soit vous l'avez pas, et ça va être peut-être difficile de le faire là dans les 6 mois qui arrivent, qui est le temps que vous avez avant la clôture. Sachez que donc c'est un appel qui va fonctionner par vague. Et donc, si vous ne pouvez pas attraper cette vague-là, vous pourrez toujours attraper la suivante qui devrait démarrer normalement, grosso modo, 2 mois après l'annonce des lauréats, donc enchaîner juste après, et on prévoit plusieurs vagues successives comme ça. Ensuite, alors je sais toujours pas si c'est moi qui ai la main ou vous, mais c'est pas très grave. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui le contrôle quand même à la fin. Alors si c'est pas moi, est-ce que vous pouvez passer au slide suivant du coup? Moi, j'y arrive pas en fait, en vrai. Si vous avez la main, je vais le faire. Je tente de cliquer. Je m'occupe du chat en parallèle, donc c'est peut-être pour ça que vous avez l'impression que. Mais vous avez la main. Parce qu'en fait, je pense que quand vous mettez la souris sur le chat, en fait, du coup, je contrôle peut-être votre chat, mais plus la presse. Ok, pas de souci. Donc j'ai passé la slide. C'est bon? Ouais. Alors du coup, les taux de prise en charge. Donc, on est à 60-50-40 pour les entreprises, petites, moyennes et grandes, qui sont des taux à la fois classiques, plutôt même dans la fourchette haute. Par contre, sur les parties, alors pardon, excusez-moi, ça a bougé. Vous pouvez revenir, excusez-moi, là j'ai touché à rien. Ouais, merci. Et donc pour les établissements publics, en coût complet, on est à 35%, en coût additionnel à 85%. Ça, c'est inférieur typiquement à ce qu'il y a d'habitude. Et la raison est la suivante, c'est-à-dire que soit le projet est porté par un établissement public, et alors en fait, du coup, ce qu'on se dit, c'est comme des projets, ils sont assez aval, on va leur demander de soutenir en fait en fonds propres les 15% qui manquent. Soit l'établissement public est partenaire, et du coup ce qu'on encourage, c'est à ce qu'il y ait une collaboration et une négociation en fait entre l'entreprise probablement qui partera le projet et l'établissement public qui contribuera au projet comme partenaire pour revenir financer les 15% qui restent.
Ensuite, donc voilà, le dossier de candidature, alors il démarre, le tout début, c'est qu'il faut donner la catégorie dans laquelle on concourt. Alors c'est très formel parce que derrière c'est exactement la même évaluation, mais l'idée c'est de vraiment forcer les projets à définir finalement quelle est leur revendication en termes de bénéfices. Est-ce que n'est purement sur une supériorité médicale, sur une supériorité économique avec une non-infériorité médicale, ou une supériorité c'est sur les deux volets, sachant qu'ensuite ça va évidemment découler sur des protocoles d'évaluation qui vont être différents suivant les différents scénarios. Ensuite, le dossier il est coupé en deux, hein, grosso modo. Il y a plus de documents, les deux essentiels. Il y en a un qui porte sur le projet, qui ressemble beaucoup à un business plan. Hein, donc, on va vous demander de présenter le produit, de présenter le potentiel économique, votre concurrence, vos avantages compétitifs, comment votre produit s'intègre dans l'environnement, en particulier en santé, en numérique. Souvent, c'est un peu compliqué. Est-ce que vous avez bien compris vos processus commerciaux? Donc voilà, encore une fois, un dossier qui est très orienté sur l'aval. On ne va pas aller regarder le cœur de la technologie, mais on va plutôt aller regarder comment vous comptez ensuite aller sur le marché et finalement développer votre entreprise. Et l'autre partie qui est tout aussi importante, qui est la partie protocole d'évaluation, et ça fait à peu près la moitié du dossier également, et où là on fera vraiment attention à la partie méthodologie et la partie analyse statistique. Hop, pardon. Donc si je reviens, les critères d'évaluation, donc ils sont calqués un petit peu sur ce qu'on a dit avant. Les 5 premiers là que vous voyez, ils ont vraiment pour but d'évaluer le potentiel, je dirais, commercial, hein, donc clarté et pertinence de l'impact médical, dans quelle mesure le projet est innovant, et encore une fois là on va moins aller regarder la techno que finalement la concurrence, dans quelle mesure on est convaincu que l'équipe peut porter le projet, il y a toutes les compétences, le potentiel de marché, donc est-ce que derrière finalement vous avez toutes les compétences, c'est innovant, etc., mais est-ce que ça représente un gros marché ou un tout petit marché? Et évidemment ce qu'on espère c'est qu'on soutienne des projets avec un potentiel de marché important. Votre plan de financement, comment vous couvrez le besoin de financement sur la partie qui n'est pas couverte par l'appel à projet. Et puis donc last but not least, le dernier point sur la qualité du protocole d'étude, sachant qu'en effet c'est un point, mais il y aura essentiellement la moitié de l'évaluation qui sera là-dessus. La timeline, donc on a la clôture, vous avez compris, en décembre. Juste après, on fait l'éligibilité. Donc ça, c'est sur les pièces. Est-ce que vous avez vraiment donné toutes les pièces? Ensuite, on a un comité de présélection. Donc là, en fait, on a 3 rapporteurs qui travaillent en offline, puis qui arrivent en comité de présélection sur lequel on classe tous les dossiers et on revoit probablement une quarantaine ou une cinquantaine de dossiers. Sur ces 50, on en extrait une vingtaine qui vont passer en jury courant février, 15 et 16 février. Normalement, ça ne devrait pas bouger. Pour une annonce des lauréats à la toute fin février. Et ensuite, donc une fois que vous êtes lauréat, la convention à faire avec BPI France, souvent ça va assez vite. C'est plutôt les projets qui sont un peu en retard que BPI France qui ralentit. Et ensuite, donc par contre, un point qui est important, c'est qu'il y a probablement besoin d'autorisation réglementaire pour effectuer votre évaluation. Et donc ça peut être un CPP, ça peut être un passage CESRES, CNIL. Bref, ce sera à vous de nous dire quelles autorisations réglementaires vous avez besoin, mais par contre, on va vous demander de nous démontrer que vous les avez avant de faire le décaissement des fonds. Voilà, mais écoutez, c'est la fin pour ma présentation. Je crois que je repasse la main. Et les questions, si j'ai bien compris. Alors, par rapport, on a eu plusieurs questions. Donc, une première question donc, qui est posée par Luc Bredoux. Est-ce que le système de management de la qualité est obligatoire pour tous les partenaires du projet? Non, uniquement pour le porteur de la techno. Salut Luc. Ok. Et une deuxième question donc, qui est posée par une vétérinaire chercheur, mais je crois que vous y avez déjà répondu. C'est est-ce que c'est aussi ouvert aux dispositifs médicaux pour, enfin, hors santé humaine? Ah non, non, c'est que la santé humaine. C'est la santé humaine, c'est bien ça, ce que vous avez précisé plus tôt. On n'avait pas d'autres questions, donc là, pour les participants, si c'est le moment, si vous avez des questions à poser. On a
On a de l'avance sur le timing, donc n'hésitez pas. Et si toutefois il y avait des questions qui arrivaient en cours de séance, on pourra refaire une petite séance de questions-réponses à la fin, si ça vous convient à tous. Ok. Donc il y a des questions qui arrivent. Est-ce que des évaluations peuvent être faites dans des centres français et étrangers? Alors français évidemment, étrangers, s'ils sont sous-traitants, c'est certain que oui. S'ils sont partenaires, je ne sais pas, je ne suis pas sûr, et il faut poser la question à BPI France s'ils sont éligibles pour le financement. Donc je peux pas vous dire pour les établissements, d'ailleurs publics ou privés, hein, ça change rien. S'ils sont étrangers, je suis pas certain qu'ils le soient, donc c'est auprès de BPI France qu'il faut poser la question. Je vais compléter votre réponse, Olivier, parce qu'on a l'habitude de nous demander des projets financés par BPI France. En général, les partenaires étrangers sont éligibles, mais ils doivent apporter leur quote-part de financement, en général, que ce soit Bah, pour la sous-traitance ou pour le partenariat. alors c'est certain en dehors de l'Europe que c'est pas le cas, hein, ça c'est sûr déjà. Et même en Europe, enfin ça dépend ce que vous appelez la cote-part. Si c'est 100%, évidemment, ils sont éligibles. Si on leur donne pas d'argent, ils sont évidemment éligibles. La question c'est est-ce qu'ils sont éligibles pour recevoir du financement, et pour les partenaires européens en dehors de la France, je suis pas sûr. Même les partenaires européens hors France, normalement, la réponse est non. Que ce soit sur le PSPC, les ANR, C'est ce que je suspecte. tout à fait. Utile. Question Non, utile. c'est ça. Donc la question a été posée par Yann Le Guilou. On a une autre question qui arrive. Donc, concernant les protocoles d'évaluation clinique, le CHU est-il promoteur de l'étude? Alors, je me suis pas posé la question. Pour moi, la logique voudrait que le porteur du projet soit le promoteur de l'étude, et donc si là le CHU est promoteur, il porte l'étude. Et du coup il porte le projet, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc, je ne sais pas si Élise Petit-Roda, si ça répond à votre question. Est-ce que ça veut dire, Olivier, que le chef de file peut être, en termes de statut, académique, par exemple, ou hospitalier? Ouais, tout est possible, tout à fait. Par contre, il y a le point de vigilance qui est important, hein, que j'ai mentionné, c'est que le chef de file doit avoir mis en place son système de management de la qualité. Et ce qui est très variable, hein, par exemple, j'en ai parlé au CEA, c'est très fréquent. En fait, ils ont l'habitude de faire ça même pour des projets de recherche. À l'INSERM aussi. Au CNRS, c'est beaucoup moins fréquent, par exemple. Dans les CHU, c'est probablement encore moins fréquent. Et il y a aussi ce côté un peu incitatif là, c'est-à-dire que cet appel, comme on sait qu'il sera récurrent, l'idée c'est de dire, si vous êtes hospitalier, que vous avez des beaux projets, pensez à ça, parce que derrière, vous donnez des garanties à l'État que vous serez en capacité d'aller sur le marché, et donc on vous fera plus confiance. Il y a une question qui n'a pas été posée, mais je la pose pour les interlocuteurs. Dans le cas de charge, il est mentionné que pour les partenaires académiques, l'aide est à 85% en cours additionnel. Pourquoi pas 100% comme d'habitude? Excusez-moi. En fait, c'est ce que je mentionnais, on est à 85%. L'idée, c'est eux qui portent, et normalement, on est sur une technologie assez aval, où ils prennent moins de risques. Et donc, on se dit, voilà, il faut qu'ils y croient suffisamment pour qu'ils ne viennent pas demander 100% du financement. En fait, même dans les établissements publics, voilà, ils ont un certain nombre de ressources propres. Sur des projets qui sont très aval, on leur dit, il faut que vous y croyez suffisamment, il faut que vous y mettiez un petit peu d'argent. Si on est sur un partenariat avec une entreprise privée qui porte le projet, pour le coup, l'idée c'était de forcer le dialogue entre l'entreprise et l'établissement, que ce soit un établissement de recherche d'ailleurs ou un CHU par exemple. L'idée c'est de dire on sait bien que l'établissement ne va pas être couvert à 100%, et donc entamer le dialogue entre l'entreprise typiquement qui porte et l'établissement public pour que soit ils vous financent ces 15% qui manquent, soit éventuellement vous avez un accès préférentiel à la techno parce que évidemment vous avez fait un effort là-dessus, et donc vous entamez le dialogue pour voir comment dans quel négo vous êtes pour financer cette partie-là, quoi. Donc tout ça c'est volontaire, et c'est en se disant soit on est porteur ou pas, mais dans les deux cas on veut utiliser ça pour créer une mécanique un peu logique derrière, quoi.
Tu avais une question en plus? Non, c'est bon. Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, on va poursuivre avec la présentation du concours. Alors, je vais reprendre la main. Tac. Alors, donc, en fait, au niveau national, suite au lancement de cet appel à projet, il a été décidé que les pôles de compétitivité, donc partout en France, allaient organiser, pôles de compétitivité santé, pardon, effectivement, les pôles de compétitivité santé allaient organiser chacune en fait un concours afin de désigner 5 projets en fait qui pourraient bénéficier d'une aide financière donc, qui s'élèvera à 8 000 €. Donc, en fait, le but de ce concours est vraiment d'aider financièrement les PME qui souhaitent candidater à l'appel à projet, donc qui ont un projet qui est déjà bien pensé, défini. Et donc, finalement, ce concours va les aider et leur apporter un petit coup de pouce pour pouvoir faire appel à un prestataire qui va les aider à designer leur protocole d'études et ou médico-économiques. Donc, l'État a laissé la gestion de ce concours au pôle santé. Donc, c'est la raison pour laquelle à Tempoliothérapie aujourd'hui, donc Benoît Jules et moi, on vous présente ce concours, donc qui est lancé officiellement aujourd'hui. Et on souhaitait aussi remercier l'ensemble des partenaires avec lesquels on a travaillé dans la mise en place de ce concours, donc qui sont cités en bas de slide, donc le Polyimagé Réseau, le Biotech Santé Bretagne, donc notre relais opérationnel en Bretagne, les universités, instituts de recherche et établissements de santé du Grand Ouest et Centre-Val de Loire. Donc merci à eux de nous avoir aidés dans la mise en place de ce concours. Donc pour vous dire quelques mots sur la façon dont ça va se passer. Donc déjà, vous l'avez déjà bien compris, c'est un concours qui s'adresse à un établissement, une entreprise qui développe un dispositif médical. Donc, elle peut décider de le développer seule, hein, donc ce sera un projet monopartenaire, ou avec des partenaires. Donc, dans ce cas-là, ce sera un projet collaboratif. Et donc là, la règle, c'est de ne pas dépasser 3 partenaires. Donc, les questions à se poser en fait avant de candidater, c'est déjà, est-ce que mon projet porte sur l'évaluation du bénéfice médical et ou économique d'un dispositif médical par rapport à ce qui existe? Donc, est-ce que je rentre en fait finalement dans le cadre de cet appel à projet qui vient de vous être présenté? La deuxième question à se poser, c'est est-ce que le développement technologique de la brique intelligence artificielle est déjà bien engagé, voire même complètement développé? Est-ce qu'il y a eu tout un cycle d'apprentissage sur de nouvelles données? Voilà, il faut vraiment avoir quelque chose d'assez abouti au niveau intelligence artificielle. Il faut que mon projet aussi ne dépasse pas 36 mois, donc de 12 à 36 mois. Donc ça, c'est aussi un critère. Et puis, bien entendu, il faut que mon entreprise, ou tout du moins l'entité qui va porter le projet et ses partenaires en cas de projet collaboratif, il faut que toutes ces entités soient solvables et soient capables de cofinancer le projet. Donc, si vous remplissez toutes ces cases, vous pouvez envoyer votre dossier de candidature. Et bien entendu, en cas de bonne nouvelle et de sélection de votre projet, vous vous engagez à soumettre le projet à l'appel à projet évaluation du bénéfice médical et ou économique des dispositifs médicaux à base d'intelligence artificielle. Donc ça, c'est pour poser le cadre et voir vous préciser qui peut candidater. Les critères de sélection, sur quoi nous, on va se baser. Alors déjà, juste pour préciser, le jury de sélection sera composé de personnes des pôles de compétitivité. Donc là, en l'occurrence, nous aurons dans le jury des représentants d'Atempoliothérapie, de Biotech Santé Bretagne, que j'ai cité plus tôt dans la présentation, des représentants aussi du pôle Imagé Réseau, avec lequel on co-organise ce prix, et Pôle Pharma, qui est notre relais en région Centre-Val de Loire. Donc, on a constitué ce jury, en fait, qui est neutre, donc, et qui va pouvoir statuer sur les 5 projets lauréats. Donc, en fait, nous, on a attaché beaucoup d'importance à 4 critères
Donc, le premier, c'est la clarté et la pertinence de l'impact médical et ou économique. Donc là, vous voyez ce qu'on entend par ce point, donc la proposition de valeur, l'impact du projet en termes cliniques, santé publique. Le deuxième point, c'est l'innovation. Il faut vraiment que ce projet apporte une réelle valeur ajoutée par rapport à ce qui existe, alors que ce soit en termes de dispositif médical ou en termes d'intégration de l'intelligence artificielle. Comment il se différencie par rapport à ce qui existe déjà sur le marché? Quelles sont ses perspectives de développement? Donc ça, c'est le deuxième critère. Le troisième critère, c'est son potentiel de marché. Donc là, on va essayer d'aller plus dans le détail de est-ce que c'est clairement, le marché est clairement défini? Est-ce que le modèle économique est solide? Est-ce qu'il est bien pensé? Qu'est-ce qui a été prévu en termes de market access? Est-ce que le volet réglementaire est déjà bien abouti? Parce que c'est quand même sur les dispositifs médicaux, c'est une brique assez importante et voilà, sur un projet innovant, d'autant plus important sur un projet innovant et intégrant de l'intelligence artificielle. Donc on va s'attacher à ce critère, donc le marché, l'étude du marché et le volet réglementaire. Et puis un dernier critère qui nous paraît très important aussi, c'est quel va être l'impact de ce projet en termes de création d'emplois et de maintien d'activité sur le territoire national. Donc ça, l'actualité nous fait encore plus penser qu'il est important de développer le territoire et en encourageant la mise en place de projets, sur le territoire de notre pôle. Donc voici les 4 critères qui nous paraissent les plus importants et qu'on va prendre en compte dans la sélection des 5 lauréats. Donc le concours va se passer de la façon suivante. Donc aujourd'hui, c'est l'ouverture, le lancement du concours. Dès demain matin, vous pourrez avoir accès sur notre site web à l'ensemble des documents pour pouvoir candidater. On laisse en fait tout le mois de juin en fait pour les participants pour envoyer leur dossier. Donc on clôturera le 30 juin à midi. On se laissera une dizaine de jours avec le jury, les membres du jury, pour analyser l'ensemble des dossiers reçus et pour se réunir et désigner les 5 lauréats. Donc, on donnera les résultats le 15 juillet. Donc voilà, un processus assez court dans le temps. Un dossier de candidature qui sera pas... Enfin, vous avez le détail, vous aurez le détail sur le site web. Il ne faudra pas hésiter à nous contacter les pôles pour avoir plus d'infos si ce n'est pas clair. Mais ce sera un dossier assez court, hein, c'est max 5 pages. Donc voilà, c'est vraiment présenter de façon synthétique son projet, mettre vraiment l'accent sur les points discriminants. Voilà, pour vous présenter de façon très rapide le concours et le calendrier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tu voulais rajouter quelque chose, Jules, par rapport au concours? Non, rien de particulier, sauf qu'en fait, l'idée, c'est vraiment de... Olivier a dû le préciser dans son intervention avant Linda, c'est vraiment de sélectionner les projets qui sont matures en termes technologiques. Ce n'est pas des projets de recherche, hein, c'est des projets qui, d'un point de vue du DM et de l'IA intégré, sont pratiquement aboutis et qui demandent à être vraiment validés cliniquement. Parce qu'Olivier n'a pas dit en début de son intervention, mais l'État, comme la Commission européenne, se sont rendus compte qu'aujourd'hui, pas mal de DM sont développés par les PME, peine à aller sur le marché ou à être acceptés par les praticiens parce qu'ils n'ont pas fait la démonstration de leur efficacité en clinique. L'idée, c'est vraiment de favoriser l'élaboration de ce type de dispositif. Donc, nous sélectionnons des projets le plus aboutis possible en termes de terrain, en termes de maturité technologique. Voilà. Et puis, un point très important, Nidala l'a dit, mais je le redis, ainsi dessus, la solvabilité des entreprises qui participent au projet. Autant les tutelles académiques sont garanties par leur tutelle, autant les entreprises doivent montrer qu'elles sont capables de cofinancer le projet, c'est important. Est-ce qu'il y a des questions, Linda? Alors, il y a une question, donc l'appel à projet. Alors, je ne sais pas si c'est une question plus pour l'appel à projet ou pour le concours. L'appel à projet a-t-il vocation à être renouvelé dans les prochaines années? Olivier, pour répondre. Donc,
Je n'entends pas. Ah, il n'entend pas. Ouais. Je peux répondre. Je n'arrive pas à lui mettre son micro. Je peux répondre. C'est bon. C'est bon. C'est bon, Ok, merci. Olivier. Ouais, j'avais pas la main sur le son, hein, désolé. Oui, donc il a vocation à être renouvelé au moins une fois, probablement deux. Et ce qu'on est même en train de discuter, c'est d'essayer d'en faire peut-être, si c'est un succès, un dispositif pérenne. Donc là, je peux vraiment pas vous assurer quoi que ce soit. Mais ce qu'on réfléchit, c'est à généraliser un petit peu ce type d'appel sur tous les DM en fait, pas que à base d'IA. Donc là, on démarre là-dessus. Et je vous dis, si ça marche bien, ça pourrait devenir un appel un peu récurrent dédié sur ces parties expérimentation, validation. Mais au moins, ce dont on est sûr, c'est qu'il y en aura au moins deux. Ouais, ce qui veut dire que pour cette première vague-ci, si les projets ne sont pas prêts, c'est pas la peine de vous précipiter. Il y aura une prochaine vague, je pense, d'ici la fin de l'année, Olivier, hein, c'est ça? Non, parce qu'on va attendre quand même d'avoir les retours des lauréats, de regarder un peu les projets qui sont allés jusqu'au bout. Donc ça, on le saura en février de l'année prochaine. Donc on se dit probablement en mars ou en avril, on relancera la vague suivante. D'accord. Ok. Et une question, peut-on avoir accès aux présentations? Mais bien sûr, on vous envoie les présentations avec l'accord d'Olivier et de Ella. On vous envoie les présentations. Donc, il fait signe maintenant, il est OK, Olivier. D'accord. D'autres questions? Alors, j'avais une question, Olivier. Bon, j'ai la réponse, mais c'est pour nos auditeurs parce qu'ils se posent la même question. Pour ceux qui voudraient, dans l'appel à projet, il est indiqué qu'il faut s'appuyer, du moins pour les lauréats, sur un prestataire de service pour la mise en place du protocole d'études médico-économiques, enfin médicales ou économiques. Est-ce que nous avons au niveau du pôle identifié deux prestataires dont on connaît la référence, hein? Question, est-ce qu'un porteur de projet qui participe au concours peut présenter son propre prestataire en dehors de ceux sélectionnés par le pôle? Alors, j'y ai pas réfléchi, mais je dirais oui. Et par contre, corrigez-moi si je me trompe, mais je pense que c'est vous qui allez payer la facture à la fin, hein. C'est bien ça? Tout à fait. Ouais. La facture, c'est. Et parce que en fait, le prestataire va facturer son travail au pôle. Donc, ça va être une facture, un devis, puis une facture. Et derrière, à la fin du travail, Et le le pôle. c'est le pôle qui paie la facture. Oui, les 8 000 € en fait seront versés par le pôle Tout à fait. à l'entreprise lauréate. Tout à fait. Enfin, au prestataire. Le prestataire, pardon. À l'entreprise Ouais. via le prestataire. Tout à fait. Enfin, surtout au prestataire, ouais. Ok. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer à l'intervention d'Ella Gariani. Alors, je vous ai laissé la main. Ah, je vous entends plus. On vous redonne la parole. C'est bon, on vous entend. Désolée. Merci beaucoup, pas de souci. Alors, je vérifie moi-même que j'ai bien la main sur le support. Très bien. Donc, je suis Ella Gariani et je travaille au sein de la délégation ministérielle du numérique en santé. Au sein de la délégation, on a pour mission de mettre en œuvre la feuille de route pour accélérer le virage du numérique dans le secteur. Cette feuille de route, elle s'articule autour des 5 orientations que vous voyez là à l'écran. Et en fait, elle consiste à mettre en œuvre un principe qu'on appelle d'état plateforme, c'est-à-dire de définir quel est le rôle au final de la puissance publique dans le développement des usages du numérique dans le secteur de la santé, quel est le rôle de la puissance publique d'un point de vue de la définition des briques, socles d'infrastructures qui sont absolument nécessaires à la fluidification des échanges de données d'un point de vue de sécurité et d'interopérabilité, aussi à la mise à disposition d'un certain nombre de services socles de base comme les spécifications pour une messagerie sécurisée de santé ou bien pour le DMP comme base de données interopérable pour partager des documents et des données de santé. Mais on a aussi un 5e axe dans notre action qui consiste à définir des programmes d'accompagnement des acteurs de l'écosystème pour soutenir l'innovation et favoriser l'engagement des acteurs dans le secteur du numérique en santé.
C'est dans ce cadre-là que je vous présente aujourd'hui l'appel à projet du programme Structure 3.0, qui est donc une des actions de la feuille de route, qui vise à créer un réseau de structures au niveau national qui seraient des structures, on va dire, pionnières dans les usages du numérique en santé et qui acceptent d'expérimenter dans leurs locaux, au sein de leur organisation et d'évaluer en conditions réelles de nouvelles solutions et de nouveaux usages numériques en matière de e-santé. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre en réseau ces acteurs-là qui existent déjà pour faire émerger les structures qui puissent derrière tester, innover et partager le résultat des expérimentations auprès de leurs pairs et des acteurs de leur secteur. L'idée, c'est de faire profiter à l'ensemble des établissements des résultats obtenus par les expérimentations portées par ces structures dites 3.0. Et enfin, et surtout, l'objectif, c'est de donner aux acteurs économiques du secteur des terrains d'expérimentation où ils pourront aller tester la valeur de leurs services en conditions réelles avec des interlocuteurs, des partenaires au sein des établissements qui seront particulièrement à l'écoute, allants et motivés pour porter ces projets à bien. Donc, dans le cadre de ce programme Structure 3.0, l'idée qu'il faut retenir, c'est vraiment fédérer un réseau d'établissements, de services, d'organisations de soins qui soient des pionniers du numérique en santé. Pour favoriser cette mise en réseau et l'émergence de ces acteurs-là, au sein de la délégation du numérique en santé et avec l'aide de l'Agence du numérique en santé, on porte un appel à projet dont la première version, cette année, sur l'année 2020, ciblera les acteurs du social et du médico-social. Alors, je suis désolée parce que je ne suis pas sûre de tout maîtriser. Si, là, c'est bon. L'appel à projet, il a été publié sur le site e-santé.gouv.fr et au début du mois de mai, et la date limite de candidature est celle d'octobre 2020. L'objectif, donc, c'est de financer des expérimentations du numérique en santé dans le secteur du social ou du médico-social, c'est-à-dire des établissements ou des structures qui interviennent dans les domaines du maintien de l'autonomie des personnes âgées, du maintien de l'autonomie des personnes en situation de handicap et l'ensemble des finalités qui sont décrites là à l'écran, qui sont en fait celles reprises par l'article L312 du Code de l'action sociale et des familles. Si vous intervenez dans ce secteur-là ou que vos potentiels clients interviennent dans ce secteur-là, vous devez très certainement les connaître. Et donc, l'appel à projet cible des candidatures qui seraient coportées par d'un côté des établissements et de l'autre côté des entreprises qui seraient porteurs des innovations. Le chef de file de l'expérimentation devra être l'établissement social ou médico-social qui portera l'expérimentation. Là, j'ai perdu la main, il y a du son derrière moi. Alors, voilà, donc je ne sais pas à quel... Ok, là c'est bon, et là c'est moi qui... Non. Là, on est à la fin. Je ne sais pas qui commande entre vous et moi le support. Là, si je touche, ok, c'est bon. Pardon. Donc, les expérimentations qui sont visées par l'appel à projet, elles auront pour objectif de tester en conditions réelles la solution et de l'adapter aux besoins. On est vraiment sur un calendrier extrêmement restreint. Donc, les projets seront sélectionnés à la fin de l'année 2020 et devront avoir des premiers résultats probants sur le terrain en réel dès 2021. Et la fin de l'expérimentation, la fin des crédits seront apportés en novembre 2021. Donc, l'idée à travers cet appel à projet, c'est de financer des tests en conditions réelles qui obtiennent de premiers résultats, même mineurs, très rapidement. Ensuite, on cherchera à évaluer l'usage, en quoi est-ce que la solution proposée répond effectivement à un besoin vécu par l'établissement chef du consortium candidat, mais surtout sa réplicabilité. À quel point est-ce que la solution pourra derrière répondre à un besoin qui va au-delà de l'établissement pilote et en quoi est-ce que le problème ou le besoin qui est ciblé est bien un problème générique à l'ensemble des établissements du secteur et pas spécifique à l'établissement expérimentateur.
Enfin, une des conditions sine qua non à l'appel à projet, ce sera de partager en toute transparence les résultats de l'expérimentation. Ça fait vraiment partie des conditions. L'ensemble des résultats sur la manière dont a été mis en œuvre l'expérimentation et les résultats obtenus seront publiés par l'Agence du numérique en santé. Concernant la maturité de la solution expérimentée, contrairement à ce que vous a partagé Olivier, nous, on va se situer sur des niveaux de maturité bien en deçà. En fait, on va vraiment chercher à tester une idée, une première version d'un service ou une première version d'un usage de ce service-là dans le secteur médico-social. Donc, un des critères déterminants dans la sélection des candidatures reçues, ce sera le caractère inédit de la solution. Il ne faut pas qu'il s'agisse d'une solution qui existe déjà sur le marché, ou bien le caractère inédit du cas d'usage, c'est-à-dire que si la solution existe sur le marché, elle n'a jamais été expérimentée dans le secteur social ou médico-social. Enfin, les financements seront attribués sous forme de subventions. Pour répondre à une question qu'on a régulièrement, ça ne rentre pas en compte dans la règle des minimi. Les financements iront jusqu'à 300 000 € pour toute la durée de l'expérimentation. Les frais devront inclure les charges liées aux actions d'évaluation et de valorisation des apprentissages et des résultats de l'expérimentation. Et enfin, par rapport au taux de financement, ça se rapproche beaucoup de ce que vous a présenté Olivier dans le cadre de l'appel à projet du Grand Défi IA, avec des taux de participation qui sont en fait assez communs et fréquents, à la différence près que ici, pour les établissements publics, on est bien sur une prise en charge à 100% des coûts additionnels liés au projet. Enfin, vous avez sur le support les coûts liés à la nature des coûts qui peuvent être pris en compte dans le plan de financement du projet. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'appel à projet Structure 3.0. Si d'ici le 1er octobre, vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui s'affiche là, structure3-0@santé.gouv.fr. Merci. Merci. Je vois qu'il n'y a pas. Merci Ella pour votre intervention. Je vois qu'il n'y a pas de questions de la part du public. J'en ai quelques-unes pour essayer de les stimuler. Quand vous dites qu'on peut tester une solution qui n'est pas forcément mature, est-ce que vous pensez que dans ce cas de figure, en 12 mois, on peut c'est-à-dire développer la solution et la tester derrière en 12 mois? En tout cas, nous, au niveau du jury, ça fera partie des conditions d'éligibilité, c'est-à-dire qu'il faut être en mesure d'avoir des premiers résultats opérationnels. En fait, le risque qu'on veut éviter et qui est assez fréquent dans le secteur, c'est que la mise en projet prenne énormément de temps, alors qu'on aimerait inciter les acteurs à se dire quelle est la première version du service que je peux d'ores et déjà expérimenter dans mon organisation et donc faire en sorte que les établissements qui participent à ces expérimentations se mettent dans une posture extrêmement humble au démarrage et au cadrage pour sécuriser le lancement effectif du projet. Ça fait vraiment partie des conditions que nous, on cherchera à vérifier au niveau des candidatures que l'on recevra. J'ai une autre question. Dans le cas de charge, il est mentionné que la solution doit être mise à la disposition du projet à titre gracieux. Est-ce qu'un établissement de santé peut tester dans le même projet plusieurs solutions différentes, éventuellement concurrentes? Éventuellement concurrentes, oui. Plusieurs solutions également. Après, je ne sais pas quel serait exactement l'intérêt de l'établissement ou des acteurs du consortium à le faire, mais c'est faisable. Dans le cadre de l'appel à projet, ça serait éligible dans le cadre strict des critères. Et donc, à retenir, il peut y avoir plusieurs établissements pour un porteur d'innovation. Il faut néanmoins que le chef de file soit un des établissements. Et il peut y avoir un établissement et plusieurs porteurs d'innovation et donc plusieurs services expérimentés dans le cadre d'un seul et même projet. D'accord. Alors, en complément de ma question, est-ce que, compte tenu de l'objectif de l'appel à projet qui est de répliquer une expérimentation éventuellement d'autres points de territoire, est-ce que des projets qui comporteraient plusieurs partenaires au lieu d'établissements de santé basés sur dans différents régions du territoire seraient avantagés par rapport au projet où il n'y a que deux partenaires, par exemple?
Non, en fait, on ne va pas chercher à valider les conditions de réplicabilité dans le sens, on va dire, market access ou business, c'est-à-dire que ça ne va pas faire partie des critères qu'on va regarder. Ce dont on parle quand on parle de réplicabilité, c'est que s'il s'agit par exemple d'une UDAPI qui a un mode d'organisation qui est très spécifique, on ne va pas chercher à outiller ce mode d'organisation-là, mais bien à développer un service, une solution qui pourrait derrière répondre à un problème générique que peuvent avoir ce type d'établissement-là. Après, si une entreprise veut porter un projet avec plusieurs établissements sur plusieurs territoires différents, il serait éligible, pas forcément favorisé particulièrement, mais complètement éligible. Alors, on a 2 autres questions qui sont arrivées. Donc, une première de Julie Tan qui nous vous demande, est-ce que la démarche d'expérimentation est prise en compte dans les critères d'éligibilité? Alors, oui, j'ai envie de répondre oui, même si je ne comprends pas exactement ce qu'il y a derrière la question. Ce que je comprends, moi, c'est définir une hypothèse, définir une expérimentation liée à l'évaluation de cette hypothèse-là et évaluer à la fin si oui ou non on y a répondu. Si c'est ça que Julie entend par expérimentation, alors oui, ça fait partie des critères d'éligibilité. Vous le verrez dans le dossier de candidature, c'est exactement défini comme ça. On vous demande de décliner quel est le problème que vous cherchez à résoudre, quelle est la solution que vous imaginez en face et quelle est la mise en projet, le protocole, on va dire, d'expérimentation que vous proposez dans ce cadre-là, avec la définition des quelques indicateurs clés qu'on va être amené à suivre pendant la durée de l'expérimentation pour s'assurer des résultats obtenus. Ou pas d'ailleurs. Ok. Deuxième question, est-ce que des centres de réadaptation, donc structures privées sans doute, peuvent candidater? Est-ce que des centres de réadaptation peuvent candidater? Alors, ça dépend de la nature de la réadaptation. Je sais qu'il y a des établissements spécifiques pour l'autonomie des personnes en situation de handicap qui rentrent dans cette catégorie de centres de rééducation et qui donc seraient éligibles. S'il s'agit d'un centre, par exemple, de kiné pour les sorties d'opérations ou de trauma, ça ne serait pas éligible parce que ça rentre dans le secteur du sanitaire. Pour revenir vraiment à la définition de ce qui est éligible d'un point de vue de la finalité, c'est la liste de la nature d'activité que je vous ai décrit dans l'une des slides qui, donc, si j'ai bien compris, vous sera partagée et que vous retrouvez également dans le cahier des charges de l'appel à projet. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. J'ai une question subjective par rapport à ce que j'ai posé tout à l'heure. Vous avez indiqué que le budget serait de 300 000 € par projet. Est-ce l'aide octroyée au projet ou alors le budget global du projet? Non, c'est le montant total de l'aide qui pourrait être octroyée au projet. Ah, d'accord. Bon, en fait, ça correspond au taux d'aide par rapport à... D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être conclure ce webinaire. Je tiens à remercier tous ceux qui ont pris la peine de participer à cette réunion. On était une soixantaine sur à peu près 100 inscrits. Donc, c'est un bon ratio en termes de participation. Comme Linda l'a dit tout à l'heure dans son intervention, demain, les documents de concours seront mis en ligne sur le site du pôle. Donc, vous pouvez déjà y avoir accès pour préparer vos dossiers pour donner éventuellement un lauréat du concours en vue d'appel à projet. DM à base d'IA. En plus, nous souhaitons maintenir la dynamique de ce webinaire en organisant à la fin de ce mois, plus précisément le 29 juin après-midi, un deuxième webinaire. L'idée étant, d'une part, de faire pitcher des porteurs de projets potentiels. J'ai vu dans l'inscrit qu'aujourd'hui, il y avait pas mal de gens qui avaient des idées de projets. Donc, on vous permet de pitcher en ligne sur 5 minutes. Et derrière, dans la foulée, au cours de la même session, on a une séance en ligne de matchmaking, question de mettre en place des consortiums. Voilà. Et puis pour terminer, sachez que nous sommes à votre disposition au niveau de l'équipe du pôle pour répondre à toutes vos questions après ce webinaire-ci et surtout vous accompagner à monter le dossier de demande de financement. Et pour ça, au niveau de l'agent Pays de la Loire, je serai votre contact.
avec ma collègue Minek Forion, qui elle plutôt s'occupe de la partie Mayenne, Sarthe et Maine-et-Loire. Donc, pour la contacter en cas de problème, en cas de question. Côté Centre-Val-de-Loire, ça va être mon collègue Denis Marchand de Pôle Pharma avec moi-même. Et en Bretagne, ce sera ma collègue Charlotte Néni. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre participation et à bientôt pour monter les projets. Merci Olivier, merci Ella pour votre temps et votre disponibilité. Merci à vous. Merci à bientôt tout le monde. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Et bonne fin de journée pour le nouveau Juliette. Merci.